Bruno Godivier, vous êtes donc le directeur du musée Robert Tatin. Alors, où est-ce Cran, déjà, pour les gens qui Cran, situent? c'est un territoire qui est au sud-ouest du département de la Mayenne. Mhm. C'est un territoire qui a surtout un long passé historique, et vraiment aux frontières de l'Anjou, de la Bretagne et du Maine, de ce qui était le Maine. Donc là, un territoire très riche en paysages, en patrimoine, en histoire, que je vais essayer de vous faire découvrir maintenant. Alors, on commence notre petit itinéraire en partant de Cossé-le-Vivien. Cossé-le-Vivien, c'est le lieu où Robert Tatin s'est installé en 1962. Il est né à Laval au départ. Il est né à Laval, voilà, en 1902. Il a beaucoup voyagé. Il a eu une vie culturelle, artistique très riche, une carrière d'artiste très riche. Et puis, en 1962, il revient sur sa terre natale et il construit une œuvre monumentale. Il va mettre 21 ans à la construire. En fait, il va s'arrêter à son décès. Ça aurait probablement pu se poursuivre s'il avait vécu plus longtemps. Mais cette œuvre monumentale, c'est vraiment la somme de toutes ces rencontres, de ces expériences, de ces découvertes. Et il nous invite à la découvrir en pleine nature. Le musée est à en fait 2 km du bourg de Cossé-le-Vivien. Alors, on va commencer par cette entrée aux inspirations de Robert Tatin. Oui, alors il commence par nous inviter à découvrir aussi ces personnages qui ont été formateurs pour sa personnalité. On commence avec des découvertes qu'il a fait très jeune à l'école communale. On a Jeanne d'Arc, Vercingétorix qui se font face. Alors tous les deux sont un peu des symboles de liberté. Une liberté d'ailleurs au féminin et au masculin. C'est important pour Robert Tatin, l'égalité. Donc là, on parle d'égalité. C'était important pour lui. Alors c'est important, je crois que c'est surtout une vision très universelle de l'homme. Pour lui, en fait, l'homme avec un grand H. Voilà, l'homme avec un grand H, pour le coup, l'humain. Chacun doit pouvoir, effectivement, avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et puis, il y a aussi de sous-jacent cette dualité qu'il y a en chacun de nous, puisqu'on est aussi partagé à l'intérieur de nous, bien sûr, entre un aspect féminin et un aspect masculin, tout à fait. Et puis, dans cette allée, on découvre aussi plusieurs artistes, des artistes qui l'ont intéressé, qui ont souvent marqué le XXe siècle et qui ont souvent inspiré Robert Tatin. Donc là, on continue, on va découvrir une exposition de photos de Robert Tatin. J'aimerais que vous nous, pour ceux qui ne connaissent pas, qui était Robert Tatin? Alors, Robert Tatin, c'est un artiste, donc, on l'a dit, qui est né en 1902 à Laval. Il a vraiment s'est lancé dans une carrière d'artiste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, juste après. Il a vécu à Paris, il a eu une bonne notoriété, il a croisé des gens comme Cocteau, Prévert, André Breton, Dubuffet. Et puis rapidement, c'est devenu un artiste voyageur. Il a vécu 5 ans en Amérique du Sud, il a remporté un prix international, il a traversé l'Amérique du Sud, et puis toujours avec cette soif de découverte d'autres cultures, d'autres civilisations, et ça va nourrir en fait cette œuvre qu'il va réaliser à Cossé-le-Vivien. D'où également l'exposition temporaire. Alors oui, tout à fait. L'exposition temporaire actuellement, elle est sur le portrait, le visage. Elle s'appelle Persona, donc c'est peut-être aussi ce qui se cache derrière le visage de chacun. Et c'est une étude que Robert Tatin a fait tout au long de sa vie. Donc on retrouve des dessins, des peintures, des aquarelles qu'il a réalisées un petit peu au fil de ses voyages, aussi parfois dans son atelier, donc des choses peut-être plus abouties. Et là, on traverse vraiment aussi toutes les manières dont il a abordé cette problématique du visage, puisque le visage, c'est aussi le lien qu'on tisse les uns avec les autres. Robert Tatin était peut-être un spirituel, quelqu'un qui aimait se recueillir, notamment dans le jardin des méditations. Alors, ce jardin des méditations, c'est effectivement un lieu né d'une méditation. Il a dû beaucoup rêver, beaucoup réfléchir pour le réaliser. C'est aussi un lieu méditatif qui nous invite, nous, à la méditation, puisqu'on peut aussi venir y réfléchir, mais on peut surtout venir y rêver devant les œuvres de Robert Tatin. C'est un lieu clos, mais ouvert sur le ciel. On a vraiment l'impression d'être dans un autre pays, dans la culture antique. C'est vrai, c'est... Alors, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il a d'abord beaucoup voyagé, et puis il essaie de trouver des carrefours entre toutes les cultures, toutes les civilisations. Je crois que son objectif, c'est de montrer une universalité humaine. Il souhaite s'adresser à chacun des visiteurs. Et d'ailleurs, on se rend compte que les visiteurs qui viennent des 4 coins du monde le découvrir, ils trouvent des liens, trouvent une porte d'entrée et d'un seul coup entrent dans cette œuvre. Le jardin est loin du parc des expositions? On a fait combien en kilomètres, concrètement? Alors, ça ne se compte pas en kilomètres, rassurez-vous. En mètres. En tout, il y a une centaine de mètres. Bon, ça devrait aller. Mais on est par contre sur un espace d'un peu plus de 5 hectares. Et on y accueille aussi des artistes contemporains. Puisque c'est aussi l'idée de prolonger jusqu'à nos jours ces réflexions de Robert Tatin, donc toujours des artistes qui sont en lien aussi avec son travail. Parlez-nous de la 14e nuit européenne des musées. Alors ça, c'est vraiment un grand événement pour le musée Robert Tatin. On a participé aux 13 nuits précédentes, ce sera la 14e, et là, tout est illuminé. On illumine bien sûr l'œuvre, cette archisculpture extraordinaire, et puis aussi une partie des jardins.
Donc là, on retrouve aussi un aspect un petit peu mystérieux, un petit peu de la légende, du rêve, qui accompagne bien le musée Robert Tatin. Il y aura en plus de la musique cette année, donc je vous y invite tous, c'est le 19 mai. À partir de 19h30 et jusqu'à 1h du matin. Et puis il y a également des concerts de jazz. Et puis c'est un événement qui enregistre le plus grand nombre de visiteurs également. Oui, dans la région des Pays de la Loire, tout à fait. On reçoit à peu près 1500 visiteurs en quelques heures. Alors c'est très convivial, hein. Il y a des familles, il y a des personnes de tous les âges. Et puis il y a quelque chose d'un peu mystérieux parce que c'est très silencieux. Même quand le musée est plein de monde, en fait, chacun Éric Foguet, vous connaissiez? Non, mais je vais y aller demain. Vous y êtes bienvenue, avec plaisir. Ça fait des années que je meurs d'envie d'y aller. Voilà qui est... Oui, c'est vraiment un endroit à découvrir en famille. En fait, c'est un musée où on peut aller avec les enfants, ils peuvent courir dans les allées. Vous y êtes déjà allé? Moi, j'y suis déjà allée l'année dernière, c'était vraiment un coup de cœur. Voilà, puis il fait beau en ce moment, il faut en profiter. Bah oui. Allez, on continue notre petite épopée, puis on va jouer les châtelains dans le château de Cran. Oui, alors le château de Cran, il est à une douzaine de kilomètres du musée, donc on peut le découvrir dans la foulée. C'est un château privé qui a été construit à la fin du XVIIIe siècle, donc une architecture néoclassique, mais qui a conservé un peu toutes ses dépendances. Donc on a des éléments architecturaux assez étonnants, comme un pigeonnier, on a un lavoir, une glacière, une chapelle, voilà tout ce qui accompagnait les châteaux de cette époque. Et puis l'ensemble est sur un parc de plus de 40 hectares, en partie parc à l'anglaise, en partie parc à la française. Il y a un potager aussi assez formidable, assez merveilleux. Donc là, je vous invite vraiment à le découvrir. On plonge dans une autre époque. C'est vraiment un voyage dans le temps cette fois. On peut également assister à des courses hippiques. Oui, alors Cran, c'est aussi un haut lieu de la course hippique pour les passionnés de chevaux. Alors je crois savoir qu'Olivier connaît. Je connaissais effectivement les courses à Cran, plus que le musée ou le château, mais bon. Vous y avez déjà assisté? Oui, tout à fait. Alors effectivement, les courses de Cran, on y vient du monde entier. C'est l'une des plus anciennes sociétés de courses en France. Elle date de 1848, donc c'est le 170e anniversaire cette année. Et puis il y a un moment phare, hein, ce sont les Trois Glorieuses au début du mois de septembre. Donc là, c'est vraiment une course qui attire beaucoup de monde. C'est pareil, oui, c'est le premier champ de course en fréquentation en France. En France, absolument. Ouais. Oui, on l'ignore souvent, mais c'est le cas. Et puis, on peut y découvrir du trot, de la course d'obstacles. C'est aussi, vraiment pour les passionnés du chevaux, un lieu important. Parlez-nous de la rincerie. Alors la rincerie, là, c'est pour ceux qui souhaitent un petit peu prolonger leur week-end en Mayenne et dans le pays du Craonais. On a une base nautique, on peut y faire à la Selle Cranaise exactement, des activités nautiques, aussi de la découverte nature. Hein, il y a de l'ornithologie. On est loin du château, là? On est à une dizaine de kilomètres. D'accord. Voilà, c'est un petit peu au plus nord, loin. au sud? Plutôt à l'ouest. À l'ouest, d'accord. Mais tous ces lieux sont reliés aussi par un réseau de chemins de randonnée, oui. Dont on peut profiter. Et on peut le faire en vélo. Tout l'itinéraire qu'on vient de faire depuis le début, on peut le faire à vélo. Absolument, on peut le faire à vélo. On peut presque le faire à pied si on est un petit peu courageux. Oui. On peut aussi le faire à cheval. Donc tout a été aménagé pour ça. Et la rincerie, justement, est un point d'accueil. On peut y passer le week-end puisqu'on peut y faire aussi du camping. Mais on peut surtout aussi découvrir la faune, la flore. La flore, effectivement, la faune aquatique. C'est vraiment un lieu, là, pour le coup, très familial. On y rencontre vraiment des activités pour chacun. Et du camping aussi, c'est pas mal. Ce que vous disiez, oui, voilà, si on peut, comme il fait beau, là, c'est le moment de planter sa tente. Voilà, quelques jours là-bas. Découvrir le territoire. On va parler également de l'ardoise, activité traditionnelle du territoire. Oui, là, on n'est plus sur le travail, mais une ancienne activité industrielle du sud du département, c'est l'exploitation de l'ardoise. Ça a été très important pour ce territoire, et puis ça a cessé, puisque je crois que la dernière mine a fermé en 1975. Des anciens ardoisiers, donc des hommes qui travaillaient dans cette mine, ont décidé de fonder une association et d'en faire un musée. Donc là, ça se situe à Renazé, un petit peu plus au sud. Ils ont essayé de remettre debout tout ce matériel qui était là, cette mémoire qui était là, et puis de la faire vivre. Ils y font des démonstrations régulièrement. Alors on a même puis il y avait une fête, voilà. Absolument, le 6 mai prochain, la fête de l'ardoise à Renazé. Donc là, c'est le moment de découvrir aussi une activité qui n'existe plus beaucoup, mais qui mérite aussi de survivre et d'être comprise par les plus jeunes générations. Voilà, on s'est baladé, on a visité le château, on a vu toutes ses œuvres, on a assisté aux courses hippiques, on est un peu
peu fatigué, on peut aller se reposer dans la chouette cabane. Alors, les chouettes cabanes, c'est à Pomerieux et ça, c'est vraiment une idée Alors, originale. on est à combien en termes de kilomètres? Alors là, on se rapproche un petit peu du musée, je dirais, on revient vers l'est. Voilà, on a fait un petit peu le tour du pays du Craonais, voilà. Et c'est à Pomerieux, mais c'est une idée assez étonnante puisque c'est un jeune couple qui a construit des cabanes dans les arbres qu'il loue. Alors elles sont louées toute l'année, hein, elles sont chauffées, je le précise parce qu'on se dit on va avoir froid et tout. Et en fait, pas du tout, c'est vraiment un endroit paisible, c'est vraiment un endroit où on retrouve aussi tout l'imaginaire de l'enfance. Et puis tout ça, c'est au milieu de bois, de plusieurs étangs. Donc on y passe une ou deux nuitées. On peut y passer voilà, une ou deux nuits, moi c'est ce que je vous conseille. Et puis en même temps, voilà, on peut faire des petites escapades à vélo, à cheval, pour découvrir. Et on se refait tout l'itinéraire. Pour découvrir voilà, tout l'itinéraire, absolument. Donc ça coûte une petite centaine d'euros, hein, c'est ça? À peu près, voilà, pour la nuit, oui. Et puis surtout, vous n'êtes pas venu les mains vides. Et non, parce que sur le site même du musée, on a gardé une activité agricole avec un verger, un conservatoire pomologique. On a une association, l'association pomologique du Sud Mayenne, qui nous fait tous les ans du cidre. Alors, je vous ai amené quelques bouteilles. Il est un petit peu tôt pour le consommer. Hein. Il va falloir attendre encore un petit mois, c'est le cidre de l'année. Bon, ça sera pour la rentrée, c'est parfait. Voilà. On a également du poiré, donc d'une sorte de cidre avec les poires, et puis un jus de pomme, et puis surtout du miel. Ça, je tenais à en parler, puisque les ruches ont été installées dans ce verger, les abeilles pollinisent ces arbres, les abeilles qu'il faut bien sûr préserver. Bien sûr. Bruno Godivier, directeur du musée Robert Tatin, merci beaucoup pour cette petite balade du pays du Craonais, et puis on ira déguster tout ça un peu plus tard.